Chers amis, bonsoir. J'aurais aimé vous souhaiter une bonne année avec cette diapo d'introduction, mais évidemment, suite aux attentats de la semaine dernière, je l'ai remplacée par celle-ci. Et il s'est passé des événements terribles et à mon avis, c'est pas fini. Mais, comme je l'ai écrit, l'obscurantisme ne vaincra jamais la science. Giordano Bruno, Galilée et un tas d'autres, et Charlie Hebdo, c'est le même combat. Il ne faut pas oublier que la liberté et la démocratie, ce n'est pas gratuit. On en paye le prix de temps en temps. Alors même si Charlie Hebdo, c'est pas tellement ma tasse de thé, je suis Charlie. Voilà. Alors, le calendrier, voilà le calendrier des prochaines expos dans le mois qui vient. Pour ceux qui sont de la SAF, je vous rappelle la commission de cosmologie samedi prochain, qui va être particulièrement intéressant, puisque vous savez que 2015, c'est le centenaire de la relativité générale. À la SAF, on va fêter cet événement par tout un cycle de conférences à la fin de l'année, en octobre-novembre, et on va bien démarrer l'année en demandant à un grand spécialiste d'Einstein, Jean Eisenstedt, qui s'occupe des séminaires d'histoire de l'astronomie à l'Observatoire. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui y assistent de temps en temps. C'est lui qui va nous donner la première conférence, mais dans le cadre de la commission de cosmologie de la SAF. Donc il faut faire partie de la commission ou être invité par des gens de la commission. En plus... Pardon ? Question. Je crois que vous avez une question. En plus, je crois qu'on essaiera de fêter les rois ce jour-là. Bon, vous voyez les autres... De la place. Oui. Plus de place. Merci Paul-André, plus de place, oui, on va essayer. C'est un problème parce que dans cet appartement, on pousse un peu les meubles, ben, on verra. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme conférence intéressante? Eh bien, justement, à l'Observatoire de Paris, il y a une conférence sur le journal des observations de Jean-Dominique Cassini. Je ne sais pas si vous les aviez vus, ou vu certains de ces extraits de journaux il y a quelques années, quand il y avait eu une expo à l'Observatoire. Ça valait vraiment le coup. Hein. Donc, si vous pouvez, ben voilà. C'est le 11 février. Alors, sinon, ben, vous voyez le reste. Quant aux conférences de la SAF, la prochaine, c'est François Bouchet, de l'IAP, responsable de l'instrument HFI sur Planck, qui va justement nous donner les tout derniers résultats de la mission Planck. Alors il y a une petite erreur dans le programme, mon doigt n'avait pas voulu taper le 1, c'est pas la réservation à partir du 5 janvier, mais à partir du 15 janvier, c'est-à-dire demain. Hein, il faut savoir que la réservation, c'est toujours le lendemain de la conférence précédente. Hein. Je ne peux pas mettre deux tableaux de réservation en même temps sur le net. Ensuite, il y aura quelque chose qui me tient bien à cœur, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, une conférence sur la fabuleuse machine denticitaire. Alors, ce soir, on a le plaisir de recevoir notre ami Pierre Brossard, directeur de recherche au CNRS, directeur de l'ESIA. Alors, je ne me rappelle pas toujours ce que ça veut dire, pour ça que j'ai écrit Laboratoire d'études spatiales
et d'instrumentation en astrophysique. Hein, ça fait bien sur une carte de visite. Hein. Et vous êtes aussi le PI de l'instrument Virtis sur la mission Vénus Express. Et justement, cette mission Vénus Express est en train de mourir de sa belle mort. Vous allez nous expliquer ça. Et puis vous allez nous expliquer un peu pourquoi on appelle cette planète Vénus la planète oubliée. Je vous laisse la parole et je vous souhaite une excellente soirée. Et je fais mon talent. Oui, donc je vous parle ce soir de Vénus à travers les yeux de Vénus Express, une mission qui me tient à cœur puisque ça fait maintenant une bonne douzaine d'années que je travaille sur cette mission. Et là, ce qui est émouvant, c'est donc que la sonde est en train de vivre ces derniers moments. On a perdu le contact de télémétrie depuis le 28 novembre. l'ESA continue à recevoir de temps en temps la porteuse de l'antenne principale qui montre que la sonde est encore en vie, mais on n'a plus la communication avec la sonde. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tout simplement elle est en panne sèche, on va dire. C'est en tout cas l'hypothèse qui a d'abord été mise et qui est confirmée par diverses mesures et études de l'ESA. Et dans ce cas-là, elle ne peut plus s'orienter vers la Terre, mettre son antenne principale en direction de la Terre. On n'a plus qu'une très faible télémétrie. En plus, Vénus est mal placée par rapport au Soleil en ce moment pour recevoir des glaçons, ce qui complique encore un peu plus. Bon, il n'y a pas d'acharnement thérapeutique, mais c'est important pour l'ESA de savoir exactement comment se passent ces dernières phases pour les missions futures. C'est pas si souvent qu'une mission se termine, disons, de mort naturelle, on va dire, en fin de carburant. Donc pour les missions futures, c'est assez important que l'ESA retrace le plus précisément possible ce qui se passe, y compris en ce moment. Je vais vous faire donc un panorama de toute la mission Vénus Express. J'étais venu devant la SAF déjà 2 fois, si j'ai bonne mémoire, une fois en 2008, une fois en 2010. Il y aura sans doute quelques redites, mais je vais au moins essayer de tracer un bilan pour montrer qu'est-ce que cette mission a apporté. On n'a pas tout fait avec cette mission Vénus Express, bien entendu. On repose, comme toujours, sur les travaux précédents, des observateurs au sol et de l'espace. Ça, c'est le premier point. Et l'autre point, c'est qu'en réalité, pour les scientifiques, la mission est loin d'être terminée. Nous avons en stock à l'Agence spatiale européenne des térabytes de données qu'il faut maintenant traiter. On a traité, bien sûr, une bonne partie de ce qui arrivait, mais les études, en particulier les études combinées entre plusieurs instruments, tout cela, en réalité, ne fait que commencer. Et d'autre part, chaque mission sert à préparer des missions futures. Donc on va voir comment certaines des problématiques scientifiques de l'étude de Vénus se sont modifiées et qu'est-ce donc qu'il reste à faire et comment le faire dans les missions futures. Un petit rappel, bon, c'est inutile pour la plupart d'entre vous, vous connaissez bien Vénus, juste pour dire que Vénus est une planète qui, à première vue, est très semblable à la Terre, en taille, bien sûr, mais aussi en proximité du Soleil, 0,7 et quelques unités astronomiques pour Vénus, une unité astronomique pour la Terre, un rayon très voisin, donc une masse comparable puisqu'il s'agit de planètes telluriques. L'inclinaison par contre est différente, donc ce qui explique bien sûr l'absence de saison sur Vénus, mais une durée de l'année comparable à la durée du jour, ça c'est très inhabituel évidemment, et ça a des influences aussi sur la circulation atmosphérique, comme on le verra dans la météorologie de Vénus. Et enfin, ça on l'a su qu'avec les premières missions spatiales, combinées à des observations radar au sol, des températures au sol,
de Vénus, extrêmement élevé, autour de 460 quelques degrés près, et assez uniformément sur toute la planète, jour ou nuit d'ailleurs, ça ne change pas tant que ça, parce que l'atmosphère fait office de tampon et gomme les variations diurnes, même sur les échelles de quelques centaines de mètres. Et une pression au sol de 92 bars, donc presque 100 fois la pression atmosphérique terrestre. Alors pourquoi et qu'est-ce que ça implique? Ça fait partie bien sûr des problématiques d'étude de Vénus. Alors déjà sur la composition, là vous avez dans les courbes vertes et bleues les profils de pression avec l'altitude en données ici et la pression en échelle logarithmique ici, donc 100 fois presque plus sur Vénus au sol, et des températures qui décroissent avec l'altitude. La composition, donc sur Terre, une composition inhabituelle, oxygène, azote, et sur Vénus, gaz carbonique et un peu d'azote. Et les autres composés sont très minoritaires, très peu d'eau, un peu de monoxyde de carbone, mais c'est quand même essentiellement du gaz carbonique. Et donc avec l'effet de ce qu'on appelle l'effet de serre sur Vénus, qui est gigantesque, puisque sans atmosphère, on atteindrait une température d'équilibre à moins 43 degrés Celsius. Ça, c'est en raison de l'albédo de Vénus, hein, qui est très, très élevé. On a 75% du rayonnement solaire qui réfléchit. Donc, malgré la proximité de Vénus au Soleil, la température avec cet albédo et sans atmosphère sera en fait très basse. Et donc, un écart de température entre les températures observées et la température d'équilibre théorique est de plus de 500 degrés. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Alors, sur la Terre aussi, on a un effet de serre. Il y a sur la Lune qui n'a pas d'atmosphère, qu'on n'en a pas. Sur Mars, il est très modéré. Un effet de serre qui est dû, bon, comme on le dit souvent, au fait que les infrarouges sont piégés dans l'atmosphère, alors que le rayonnement entrant du Soleil, lui, traverse pour partie l'atmosphère. En réalité, il y a également des effets dynamiques. Si on étudie la planète Vénus en regardant ici son profil thermique, mais qui est cette fois étendu quand vous le prenez, donc température, altitude. Ce que j'ai montré dans la première courbe, c'était cette partie-là, la basse atmosphère, ce qu'on appelle la troposphère. Alors, quand on monte dans l'atmosphère, on rencontre ici un peu une stratopause. Donc ça, c'est pour l'atmosphère de Terre, une stratosphère. Dans le cas de Vénus, on a en réalité très peu de stratosphère. La température reste presque constante, mais est relativement froide, puisqu'on atteint des températures de moins 100 degrés à une centaine de kilomètres d'altitude sur Vénus, comparé à la Terre. Ce qui signifie, en fait, bon, quand on regarde la haute atmosphère de Vénus, on est en réalité dans des conditions qui sont différentes, mais pas si éloignées que ça de celles de la Terre, ce qui permet des comparaisons météorologiques assez importantes. Alors, les nuages de Vénus, ce qui a empêché pendant très longtemps d'observer la surface de Vénus, sont des couches d'acide sulfurique avec différents degrés de concentration et de taille de particules. Des couches d'acide sulfurique en brune sur l'atmosphère supérieure, aux alentours de 60-70 km, et plus bas des couches de taille de particules différentes qu'on observe à différentes longueurs. Plus bas, l'atmosphère redevient, sinon transparente, du moins beaucoup moins brumeuse, jusqu'à la surface qui est atteinte pour partie par le rayonnement solaire. Alors l'effet de serre donc, est lié au fait que l'atmosphère est presque totalement découplée de l'atmosphère supérieure par une atmosphère très épaisse et très opaque à pratiquement toutes les longueurs d'onde. Bien entendu, une planète est en équilibre radiatif, c'est-à-dire qu'elle rayonne autant de rayonnement qu'elle en reçoit. Autrement, elle n'arrêterait pas de s'échauffer, bien entendu. Mais comme l'atmosphère est empêchée de rayonner à cause de l'atmosphère, en réalité, il faut une température beaucoup plus élevée que par rayonnement plasma. Avec cette température élevée, on arrive quand même
à équilibrer le rayonnement reçu en réémettant, grâce aux plus hautes températures de surface, le rayonnement reçu. Donc voilà le principe de l'effet de serre. Ça, les principes sont connus depuis des décennies. Par contre, quantitativement, sur Vénus, on avait un problème assez sérieux qu'on n'arrivait pas à reproduire un effet de serre aussi considérable avec le modèle d'atmosphère. Donc là-dessus, Vénus Express a travaillé pour améliorer ce type de modèle. Quelques missions antérieures, rapidement, pour simplement dire où on était au moment du début de la mission Vénus Express. En réalité, je ne parle ici que de quelques-unes des missions. Une première mission, il y en a eu beaucoup, puisque Vénus est la plus proche planète par rapport à la Terre et a donc été visitée au moins survolée par des sondes dès les années 60. Mais les missions approfondies, disons, c'est la fin des années 70, avec des missions américaine et soviétique de l'époque. La mission Pioneer Vénus, qui a vraiment permis une étude très approfondie de l'atmosphère de Vénus, avec également des éléments de descente dans l'atmosphère. Les atterrisseurs de Pioneer Vénus, qui ont permis plusieurs mesures de l'atmosphère jusqu'à pratiquement la surface. Et les sondes soviétiques Venera, en particulier les sondes Venera 13, 14, qui avaient un module de descente jusqu'à la surface et qui ont fourni les seuls panoramas qu'on ait encore aujourd'hui de la surface même de Vénus. Et la grande mission Venera 15, qui, elle, a étudié l'atmosphère d'une orbite, ainsi que la surface, mais en mode radar, et qui a produit de très très nombreux résultats aussi sur l'atmosphère. Suivi des missions Vega également, avec une grande première, des ballons dans l'atmosphère de Vénus, qui ont fourni des données sur la circulation de l'atmosphère à l'altitude des nuages. Je cite au passage la mission Galileo de la NASA, qui était donc dirigée vers Jupiter, mais qui avait un survol de Vénus pour assistance gravitationnelle, qui, avec son instrumentation moderne, et en infrarouge en particulier, plus récente que les missions antérieures, a fourni des images ici en bleu et ici en rouge. Ici en rouge, ici en bleu. Donc en ultraviolet et en infrarouge, qui a donné cette image très inhabituelle des nuages de Vénus ici, qui sont en réalité la couche inférieure des nuages d'acide sulfurique, qui n'est actuellement pas détectée, en tout cas en lumière réfléchie, comme la couche, qui a l'aspect classique du proche UV, connu même des observateurs au sol depuis Boyle. C'était les premières images à haute résolution des nuages inférieurs de Vénus. Ce type d'image, on l'obtient également par les télescopes au sol, mais avec une résolution moindre. Et donc, ça a été en gros, disons, un déclic, disons que cette mission Galileo, même si ce n'était qu'un survol, a montré qu'il y avait une science très intéressante à faire dans l'infrarouge pour étudier l'atmosphère moyenne de Vénus, un peu en dessous des nuages. Puis, elle est suivie la mission Magellan, qui était, elle, une mission de radar à haute définition, qui a fourni les cartes que vous connaissez bien de la surface de Vénus, et qui a permis vraiment d'approfondir la géologie à un niveau jamais atteint jusque-là. Magellan, donc c'est les années 90, 91-94, et après n'a plus rien, justement. Donc en ce sens, c'était le sens de mon titre, La planète oubliée, c'est-à-dire que la planète Vénus a été un peu délaissée par les explorations spatiales. Pour être tout à fait complet, il y a eu un autre survol par une sonde américaine, Cassini, qui est bien connue par ses observations de Saturne, qui a fait également un survol de Vénus, mais avec des observations moins détaillées que le survol Galileo. Et donc, il y avait vraiment la place pour une mission, et c'est ce créneau que l'agence spatiale a rempli avec sa petite mission Vénus Express, une mission donc de petite taille, fabriquée sur le modèle de rechange de Mars Express, donc à bas coût, on va dire. Bas coût, c'est quand même 200 millions d'euros, il faut quand même relativiser, bien sûr. Mais enfin, c'est beaucoup moins que les missions même moyennes de l'ESA actuelles, qui sont plutôt autour de 400-500 millions. Et c'est même moins que les missions Discovery NASA, qui sont des missions de taille comparable. Un temps de développement inédit pour l'ESA de 3 ans, c'est-à-dire que la décision de mission a été obtenue en 2002,
et le lancement en novembre 2005. Ça, l'ESA n'avait jamais fait ce scénario aussi court sur une mission planétaire. Et une mise en orbite rapide, puisque le temps de trajet entre Vénus et la Terre est court, et on y va en orbite directe. Le 11 avril 2006, le Vénus Express était en orbite autour de Vénus, elle y est depuis, avec aujourd'hui plus de 3000 orbites au compteur, et une fin attendue très probablement avant la fin janvier. On va voir pourquoi tout à l'heure. Alors, bon, un petit souvenir, c'est la mission Vénus Express lors de l'intégration. Vous voyez ici la sonde elle-même, et ici l'étage de propulsion interplanétaire Frégate, qu'on met sur une fusée Soyouz. Et voici la sonde sur le pas de tir avec nous en novembre 2005 au sommet de la fusée Soyouz. Donc un voyage sans histoire.